Donc, bon matin à vous tous et toutes. Et bienvenue à cet événement. Évidemment, ce n'est pas moi qui aurai le luxe, ou enfin le privilège plutôt, de vous souhaiter officiellement la bienvenue. Je vais me présenter pendant que c'est le temps de le faire, pendant que vous vous asseyez. Je m'appelle Jean-François Ouellette, je suis professeur de marketing à HEC Montréal, mais j'anime aussi une émission de télé qui s'appelle Génération Inc., qui est une émission de télé qui parle d'entrepreneuriat. Des entrepreneurs comme vous, en quelque sorte, puisque vous êtes tous des élus qui avaient entrepris de vous faire élire et de faire de la politique. Et ma job aujourd'hui, c'est d'animer l'événement auquel vous avez été conviés, auquel vous vous êtes présentés aujourd'hui en grand nombre, et on vous en remercie. Et pour vous souhaiter officiellement la bienvenue, je vais vous présenter et je vais inviter à l'instant le président du Congrès et président de la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs, M. Guillemont Pelletier, à venir vous adresser quelques mots et vous souhaiter, mieux que je pourrais le faire, la bienvenue. M. Pelletier. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce matin. Avant d'aller plus loin, j'aurai un petit message. Hier, il y a un papier qui a été distribué sur vos chaises concernant l'école La Roselière. Nous voulons vous dire que la Fédération se dissocie de ce geste. Vous le savez, l'organisation d'un événement de cette ampleur ne se fait pas seule. Je remercie donc les partenaires principaux de cette journée. Le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, la Capitale Assurance et Services financiers, Morancy Société d'avocats, la Fondation Lucie et André Chagnon, la Société Grix, l'Endlois Constrom Desjardins, Enon Blakey, la SOFAD, l'Université Laval, SSQ Groupes financiers et le Centre collégial de services regroupés. C'est avec intérêt que je présidais l'organisation du Congrès Élus scolaires outillés pour l'avenir. Un thème d'actualité. Il s'inscrit dans une série d'actions ayant pour objectif de valoriser la démocratie scolaire. La tenue d'élections scolaires en novembre 2014 représente un défi important pour hausser le taux de participation des électeurs et accroître l'intérêt de la population à la cause de l'éducation publique. L'objectif du Congrès est donc de favoriser la créativité et l'innovation dans la gouvernance scolaire, notamment au niveau des communications et des habiletés politiques et personnelles. Au programme, des conférenciers de marque, à commencer par le conférencier d'ouverture, M. Benoît Pelletier, qui vous sera présenté dans quelques instants. Vous serez ensuite invité à échanger sur le rôle de politicien avec 3 analystes politiques de renom, José Legault, John Parisella et Patrice Ryan. Suivra ensuite une activité interactive portant sur la démocratie scolaire vue par des jeunes, des parents et les médias. Pour l'heure du dîner, c'est avec grande fierté que nous vous proposons un dîner reconnaissance durant lequel sera souligné l'engagement politique de 4 élus scolaires qui militent depuis plus de 40 ans dans le réseau public d'éducation. Pour l'occasion, Mme Diane de Courcy, ministre de l'Immigration, des communautés culturelles et ministre responsable de la langue française, nous fera l'honneur de sa présence. L'après-midi se déroulera sous forme d'ateliers pour favoriser les échanges sur la gouvernance scolaire et les habiletés politiques dans un contexte d'innovation. Afin d'alimenter les échanges, chaque atelier débutera par une présentation qui saura, j'en suis sûr, vous inspirer. Vous êtes ensuite conviés à assister à la conférence de clôture du Dr Serge Marquis portant sur le plaisir de l'engagement. J'espère qu'à la fin de ce congrès, vous vous sentirez effectivement outillés pour l'avenir. Je tiens à préciser en terminant que la plupart des interventions de la journée seront disponibles sur le site Internet de la Fédération à compter de la semaine prochaine. Donc, je remercie encore une fois le comité organisateur et je vous souhaite un très bon congrès. Merci beaucoup. Merci, M. Pelletier. Et comme M. Pelletier vient de vous l'annoncer, on passe d'un Pelletier à un autre et on débute ce matin avec notre conférencier d'ouverture qui va venir vous parler évidemment du rôle de politicien en 2013. C'est un personnage qui, vous en conviendrez, n'a pas trop besoin d'introduction. Je pourrais vous dire qu'il a étudié à l'Université Laval, qu'il n'a pas un doctorat, mais 2 doctorats, des choses qui sont impressionnantes comme ça. Mais je pense qu'on peut se limiter à dire que c'est un professeur de droit à l'Université d'Ottawa et que vous le connaissez tous et toutes, ici. Dans son rôle de politicien, il a été député
et ministre au sein du gouvernement du Québec de 1998 à 2008. Il a été, entre autres, ministre des Affaires intergouvernementales. M. Benoît Pelletier, je vous invite maintenant à me rejoindre et à vous présenter une conférence de 25 minutes sur le thème de la politique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de cette présentation. Effectivement, je me suis engagé en politique en 1998. J'avais alors 38 ans, jusqu'en 2008. Donc, pendant une période d'exactement 10 ans en politique québécoise. Et par la suite, je suis revenu à mes premières amours. Je suis revenu à l'enseignement en droit à l'Université d'Ottawa. Mais j'ai continué néanmoins, depuis donc que je me suis retiré de la politique, j'ai continué néanmoins mon engagement communautaire puisque je suis membre de différents conseils d'administration. Entre autres, je suis le président du comité organisateur des Jeux de la francophonie canadienne qui se tiendront à Gatineau en 2014. Et j'en profite pour vous inviter à être présent à ces Jeux. L'Outaouais se fera un grand plaisir de vous recevoir. Et je suis également impliqué dans différents dossiers qui sont liés à, si je puis dire, l'affirmation et l'épanouissement de la langue française. Et lorsque je m'interroge quant au sens qu'il convient de donner à l'engagement politique, et la même chose vaudrait aussi pour l'engagement communautaire et l'engagement social, mais ce dont je veux surtout vous parler aujourd'hui, c'est du sens à donner à l'engagement politique. Chaque expérience personnelle est différente, mais dans mon cas, mon engagement politique a été motivé par 4 ou 5 facteurs. Le premier facteur est un facteur purement personnel, c'est-à-dire que j'ai senti que la politique me permettrait de réaliser davantage mon plein potentiel, rejoignait mes goûts, rejoignait mes intérêts et, dans une certaine mesure, rejoignait mes talents. Alors, vous voyez que la première motivation est une motivation que vous me permettrez d'appeler ethnocentrique, c'est-à-dire que la première motivation qui, moi, m'a amené à m'engager en politique était d'abord en vue de réaliser mon potentiel et de me réaliser moi-même dans la vie. Il y a eu également un facteur circonstanciel, c'est-à-dire que se sont produites des circonstances qui m'ont amené à me dire, bien là, c'est le moment. Je ne l'ai pas fait il y a 4 ans, même si j'en avais le désir. Je ne l'ai pas fait il y a 6 ans, même si peut-être j'en aurais eu la chance. Mais là, maintenant, c'est le moment et j'embarque. Et on embarque tout en sachant qu'on prend un risque, parce qu'on est exposé publiquement. Notamment, on est exposé à la critique. Et on ne sait jamais dans quel état nous en sortirons. Certains sortent des carrières politiques avec une crédibilité affaiblie. D'autres en sortent avec une crédibilité renforcée et bien entendu avec aussi une plus grande notoriété, ça va de soi. Alors, il y a un risque dans l'engagement politique. Ce n'est pas tout à fait évident. Mais on arrive des circonstances où on se dit, bien, voilà le moment où je dois embarquer. Les autres facteurs qui peuvent motiver l'engagement politique sont des facteurs idéologiques. J'ai embarqué en politique personnellement parce que je voulais promouvoir un certain nombre d'idées. Donc, c'est-à-dire que j'avais en tête un certain nombre d'idées et de valeurs et de principes que j'avais le goût de promouvoir sur la scène publique par l'entremise d'un engagement politique. Il y a un côté social aussi, parce que s'il est vrai que le premier mouvement au départ est ethnocentrique, il n'en demeure pas moins que l'engagement politique, lui, est essentiellement altruiste. C'est-à-dire que
lorsqu'on s'engage, on se met au service de la population, on se met au service des autres. D'ailleurs, l'une des conditions requises pour faire de la politique, c'est d'abord d'aimer les gens. Et je dirais d'aimer sa société et de vouloir travailler à sa façon à l'essor de sa société. Moi, dans mon cas, c'est ça qui m'a motivé. C'est cette passion que j'ai pour la société à laquelle j'appartiens qui m'a amené à vouloir contribuer, et je répète, à ma façon, parce que nulle personne réussit sur tous les plans à faire avancer la société. Chacun y va de sa propre contribution. Mais c'est ce désir que j'avais de contribuer à assurer l'essor de la société qui a fait que j'ai décidé d'embarquer en politique. Et pourquoi je vous parle aujourd'hui d'engagement politique plutôt que d'engagement communautaire ou d'engagement social, bien que, comme je le disais précédemment, c'est la même dynamique essentiellement? C'est parce que les élus scolaires font partie du monde politique. Les élus scolaires sont des politiciens. Ils jouissent d'une légitimité démocratique. Et par ailleurs, le président ou la présidente d'une commission scolaire qui sera désormais élue au suffrage universel jouera même d'une plus grande légitimité démocratique. Et j'espère que cette légitimité démocratique sera mise en valeur afin de permettre aux élus scolaires de prendre enfin leur place dans notre société. Parce que ce n'est pas tout le monde dans la vie qui jouit d'une légitimité démocratique, et ce n'est pas tout le monde dans la vie qui ose faire face à l'électorat. Et ceux qui le font méritent le respect. Et si j'ai un conseil à donner aux élus scolaires, c'est de rencontrer systématiquement les conseillers municipaux, les maires, les députés provinciaux, fédéraux, autres élus de leur milieu, de demander systématiquement des rencontres, ne serait-ce que pour se faire connaître, ne serait-ce que pour échanger avec eux sur différents dossiers. Il y a même dans certaines régions, vous savez, des caucus de députés, c'est-à-dire des députés qui rencontrent une série de gens la même journée, tous les députés d'une région. Il suffit tout simplement de demander d'être rencontré et à ce moment-là, vous pourrez exposer les dossiers qui vous touchent à cœur. Mais donc, il est important, me semble-t-il, que les élus scolaires qui font partie de gouvernements locaux, que les élus scolaires se manifestent davantage et, si je puis dire, s'appuient sur leur légitimité démocratique pour avoir une place de premier choix dans la société d'aujourd'hui. Ce qui distingue évidemment l'élu scolaire des autres, c'est que l'élu scolaire est dédié à un mandat plus spécifique, l'éducation. Mais même s'il s'agit d'un mandat plus spécifique, il s'agit, vous l'admettrez, d'un mandat fondamental dans une société. Partout dans le monde, l'éducation est la clé du développement d'une société. Les plus grands facteurs d'évaluation, d'avancement d'une société sont la santé et l'éducation. Et figurez-vous que l'éducation a même un impact sur la santé d'une communauté. De même que l'éducation a un impact sur la participation citoyenne, de même que l'éducation a un impact sur la confiance que les gens ont d'eux-mêmes, de même que l'éducation a un impact sur la cohésion sociale. L'éducation, c'est ce qui permet de transmettre les valeurs d'une société, de transmettre la langue aussi, en ce qui nous concerne, de transmettre les principes fondamentaux qui sont le fondement d'une société donnée. Et vous avez, vous, le mérite de vous intéresser à l'un des plus beaux sujets et l'un des sujets les plus importants qui soit pour l'avenir de la société québécoise. Donc oui,
La démocratie scolaire est une démocratie dédiée à l'éducation, mais ne voyez pas cela comme étant une limite par rapport aux autres élus. C'est tout simplement un engagement dans un sens précis sur un sujet qui, pour être précis qu'il soit, n'en est pas moins global, majeur et fondamental. Vous allez me dire, oui, mais c'est gênant de nos jours de s'occuper d'enjeux locaux dans ce monde de mondialisation. La mondialisation a plusieurs effets. La mondialisation, notamment, amène la création de grands ensembles politiques et économiques et des prises de décision à des niveaux supérieurs. Mais ça n'enlève absolument rien à l'importance de ce qui se passe localement et régionalement. Au contraire, on se rend compte que la mondialisation de nos jours donne encore plus d'écho à ce qui se passe localement. Il suffit que des ateliers de textile au Bangladesh s'effondrent, comme ce fut le cas en avril dernier, pour que la planète entière soit au courant et que plusieurs éprouvent par rapport à cette situation beaucoup de sympathie, pas seulement de la sympathie, également un désir d'agir, un désir d'intervenir ou de changer les choses. La mondialisation n'efface pas le local. La mondialisation permet au local d'émerger et de gagner en importance. Et je vous dirais que ce qui est le plus menacé par la mondialisation, ce n'est pas ce qui se passe localement, c'est la souveraineté des États qui est la plus menacée. C'est-à-dire que les États comptaient sur une souveraineté autrefois qui aujourd'hui est davantage remise en question. Mais ce qui est local demeure d'une importance fondamentale. Évidemment, il y a aussi les médias sociaux auxquels on doit s'intéresser parce que c'est un truisme de dire qu'avec les nouveaux médias sociaux, la question qui se pose, c'est être ou ne pas être. Tout simplement. Les médias sociaux sont en train de redéfinir la démocratie et imposent eux-mêmes de nouveaux forums d'idées, des forums de débat, des forums de discussion. Médias sociaux, mondialisation, tiens, un autre concept à la mode, la subsidiarité. La subsidiarité, c'est un principe qui veut que les décisions soient prises par les instances les plus proches du citoyen. Et moi, je ne connais aucune instance plus proche des citoyens que les commissions scolaires. Cette subsidiarité que de plus en plus on invoque, même au Canada, qui est un concept très connu en Europe, mais de plus en plus on l'évoque même au Canada, cette subsidiarité joue en faveur du rôle et de l'importance des commissions scolaires. Et il y a évidemment un certain nombre de principes qui découlent de ce que j'appellerais le modèle québécois ou la réalité sociopolitique propre au Québec. Il y a un cynisme en ce moment au sein de la population par rapport à la politique. Toute la classe politique en souffre. Il y a un désintérêt continuel, je devrais dire un désintérêt continu par rapport à la politique provinciale, fédérale, municipale et bien entendu aussi scolaire. Mais vous savez, le cynisme, c'est une chose. Il peut y avoir, et on le déplore avec raison, mais il peut y avoir à partir de là deux réactions. Ou vous avez une population qui est cynique et qui se dit « moi, je ne m'occupe plus de rien et ça ne m'intéresse plus, j'ai perdu confiance dans tout ». Ou vous avez une population qui est cynique et qui se dit « hey, il est temps qu'on prenne les choses en main. Il est temps qu'on se grouille et qu'on change ce qui doit être changé. » Le cynisme peut à la fois amener la résignation, comme le cynisme peut amener la motivation. Et à mon avis, malheureusement, beaucoup trop de Québécois sont résignés. Et
Et probablement que les plus grands maux qui guettent la société québécoise en ce moment, en termes de participation citoyenne, c'est l'individualisme et justement la résignation. Et il faut inviter de plus en plus de gens à réagir face au cynisme en se disant justement, ben moi je vais m'impliquer, puis je vais faire ma part pour que les choses changent. Les commissions scolaires contribuent aussi à l'équité et à la solidarité. L'équité au sein d'une même région, la prise en compte des besoins socio-économiques des commissions scolaires et la prise en compte également des besoins des élèves, lesquels proviennent parfois de milieux plus fortunés, mais parfois de milieux moins fortunés, dans un but, assurer l'égalité des chances. De plus en plus dans notre société, on parle d'équité et on parle de solidarité. Il serait peut-être important de dire aux gens qu'au cœur de ça, ben, on retrouve les commissions scolaires et que si ce sont des principes dans lesquels ils croient, ben, qu'ils doivent à ce moment-là se poser la question de savoir quel sort ils veulent réserver aux commissions scolaires. Les étouffer ou finalement les enrichir? Les étouffer ou les renforcer? Mais la solidarité et l'équité sont des valeurs québécoises d'une très grande importance. Même chose pour la décentralisation. Moi, je vais vous dire que j'ai l'intime conviction que l'État québécois est trop centralisé. Lorsque le Parti libéral du Québec a pris le pouvoir en 2003, et j'en faisais partie, j'étais donc solidaire avec la démarche, nous avions promis une plus grande décentralisation au Québec et une plus grande régionalisation. Et honnêtement, je crois que nous ne sommes pas allés assez loin. Notre but, c'était qu'il y ait davantage de décisions qui soient prises dans les régions, pour les régions, par les gens des régions. Et moins de décisions qui soient prises de façon uniforme et unilatérale par des fonctionnaires sur la Grande Allée qui, parfois, ont une méconnaissance totale de la réalité régionale. Et que dire du milieu rural? Quel fonctionnaire vraiment peut se vanter de connaître les besoins du milieu rural? C'est par des instances décentralisées, comme le sont les commissions scolaires, que nous pouvons le mieux tenir compte de ces réalités régionales variées dont je viens de vous parler et de ces distinctions majeures qui existent entre le rural et l'urbain. Alors, pour moi, il est très clair que les commissions scolaires sont des outils de développement régional et sont des outils au service de la décentralisation de l'État québécois. Et dans certaines régions, les commissions scolaires jouent un rôle tel que se porter à la défense des commissions scolaires, c'est se porter à la défense de l'autonomie régionale elle-même. Et j'aimerais que les politiciens qui se disent contre l'existence des commissions scolaires et qui en même temps se disent régionalistes nous expliquent leur incohérence, nous expliquent pourquoi ils voudraient centraliser davantage l'État québécois, priver les régions de ces outils de développement qui sont les commissions scolaires et faire en sorte que les écoles fassent l'objet d'un contrôle plus serré et direct de la part du ministère de l'Éducation par des fonctionnaires à Québec. J'aimerais qu'on m'explique ça. Honnêtement, pour moi, je ne peux pas comprendre. Bien entendu, je sais que le contexte dans lequel vous travaillez n'est pas facile. D'abord, on a réduit le nombre de commissaires scolaires au cours des dernières années, ce qui fait en sorte que les commissaires ont maintenant à se taper des territoires immenses. Je peux vous dire que pour une société qui voulait, en créant les commissions scolaires, qu'il y ait un meilleur lien entre les parents et les commissaires, entre les élèves et les commissaires, et bref, entre les citoyens et les commissaires, j'avoue qu'on est allé en sens contraire. Parce qu'en agrandissant le territoire qui doit être servi par les
commissaire scolaire, forcément, on éloigne les commissaires des citoyens, ce qui va à l'encontre de l'objectif premier. On prive de plus en plus les commissions scolaires de moyens, y compris des moyens financiers, mais par contre, la population, elle, a toujours autant d'attentes, et même toujours de plus en plus d'attentes. Ce qui fait que les commissions scolaires sont coincées plus que jamais entre, d'une part, ces moyens réduits qu'elles ont, et d'autre part, les attentes sans cesse croissantes de la population. Et il y a cette question du salaire également des commissaires scolaires. Vous me voyez venir. C'est la même chose pour le salaire des députés. Honnêtement, parce qu'à mon avis, le salaire des députés n'est pas à la hauteur des attentes qu'on a envers eux, le salaire des commissaires scolaires n'est pas à la hauteur des attentes qu'on a envers eux et des responsabilités qu'ils ont. Et qu'on leur donne par loi, mais qui demeurent souvent théoriques parce que, justement, ils n'ont plus les moyens de les assumer. Mais je vous dirais que c'est le pire choix que peut faire une société. Le meilleur choix, c'est de dire ces gens-là sont importants, on va leur donner un salaire et des moyens pour remplir convenablement leurs fonctions. La démocratie, de toute façon, n'a pas de prix. Si nous voulons un engagement social et une santé démocratique, il va falloir que nous payions les gens comme il se doit. Heureusement, malgré tout, parce qu'ils sont dévoués, beaucoup de gens continuent de chercher à être élus comme élus scolaires. Mais tout le monde devine que derrière ça, il y a aussi énormément de bénévolat. Et pour moi, les commissions scolaires, c'est ça. C'est aussi, et c'est heureux, un nid de bénévolat de la part de parents, de gens qui s'engagent à gauche et à droite. Et s'il s'avérait que nous nous privions des commissions scolaires, nous nous priverions de cela. Je sais que plusieurs d'entre vous se disent « Va venir le jour où les commissions scolaires vont être abolies. » Peut-être lors de la prochaine élection, après la prochaine élection. On va encore revoir ces promesses électorales d'abolition des commissions scolaires et vous allez être prises à partie, les commissions scolaires, et on va vous affliger de tous les maux de la société. Vous allez être les boucs émissaires de la société québécoise, c'est évident. Mais je vais vous dire que, moi, à mon avis, les commissions scolaires sont là pour exister encore très longtemps. Figurez-vous que les commissions scolaires anglophones sont protégées par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Je ne vois pas comment on pourrait abolir les commissions scolaires francophones tout en maintenant les commissions scolaires anglophones. À cela, François Legault n'a jamais donné de réponse. Bien, moi, ce que je vous dis, c'est que les commissions scolaires vont continuer de faire partie du paysage québécois, de la mosaïque québécoise, de la société québécoise. Elles resteront. Vous resterez. Le moment est venu de passer de l'incertitude quant à votre survie à un mode attaque. En disant bien à la population que se priver des élus scolaires et des commissions scolaires, c'est se priver d'outils de développement régional, d'outils démocratiques, et c'est se priver également d'un lien de proximité entre l'élève, les parents et ceux et celles qui gèrent notre système d'enseignement. Et je terminerai en vous disant que ce matin, dans Le Devoir, j'ai fait paraître un article publié, donc, qui est signé par moi à la défense des commissions scolaires. Et ce que je souhaite,
c'est que de plus en plus de citoyens se prononcent publiquement en faveur des commissions scolaires afin que vous puissiez désormais avoir une survie incontestée et que votre rôle unique dans la société québécoise soit dûment reconnu. Merci. Merci, M. Pelletier. Pour poursuivre sur cette discussion lancée avec, ma foi, tant d'éloquence et surtout tant d'énergie, je vais inviter trois autres personnalités que vous connaissez très, très bien. Josée Legault, qui est politicologue et chroniqueuse politique. John Parisella, qui est analyste politique pour plusieurs médias à travers le pays, que vous connaissez aussi pour toutes sortes d'autres rôles qu'il a déjà joués, ainsi que Patrice Ryan, de Ryan Affaires publiques, et qui a un code génétique particulier lui aussi. Je vais les inviter tour à tour à venir vous adresser la parole pendant à peu près 10 minutes chacun, après quoi ils vont s'agglomérer sur scène et débattre entre eux, se chicaner un peu, mais surtout prendre des questions de la foule en délire que vous êtes et qui avait certainement plusieurs questions à poser. Et donc, contrairement à ce que voudrait la politesse, Mme Legault passera en dernier. Et je vais désormais, dès à présent plutôt, inviter M. Patrice Ryan à vous adresser la parole sur le même thème. Alors, bonjour tout le monde. Je viens ici pas juste avec mon code génétique, mais je viens ici en tant que conseiller en communication, conseiller en relations publiques. Donc, j'ai mon propre cabinet de relations publiques. Donc, je m'adresse à vous comme des élus locaux, des élus scolaires, mais je vais m'adresser à vous un peu comme je m'adresserais à vous si vous étiez client dans mon cabinet et que vous m'approchiez en me disant « j'ai un défi ou deux défis, je voudrais bien évidemment me faire élire la prochaine fois et je voudrais augmenter mon taux de participation dans mon élection. » Je pense que c'est les deux défis, surtout le deuxième auquel vous êtes confrontés. Je vous approche très modestement parce qu'évidemment, je parle après Benoît Pelletier qui a fait de la politique pendant des années et les deux autres qui vont me suivre, Mme Legault, M. Parisella, également un grand parcours, des commentateurs politiques reconnus, tout ça. Donc, modestement, je vais vous dire, premièrement, quand j'observe des élus, quel que soit le niveau, quelles sont les caractéristiques que je recherche, que j'observe, que je regarde. Et après ça, rapidement, puis j'espère que je vais avoir le temps de couvrir ça, parce que j'ai sept caractéristiques que je vais couvrir, plus 3 conseils que je vous prodiguerai si vous m'approchiez comme client et que vous me disiez « c'est ça que je veux accomplir ». Donc, qu'est-ce que je recherche? Il y a à commencer peut-être par une petite boutade. On disait à une certaine époque, la politique, c'est comme du show business, mais pour les gens qui ne savent pas chanter. Donc, il y a une version un peu moins politiquement correcte de cette expression-là, mais je ne la dirai pas aujourd'hui. Mais le point, c'est que les élus que vous êtes et les élus qu'on voit dans la réalité sont des gens qui, quand même, doivent avoir un certain charisme, doivent être populaires, connus, réussir à rassembler des gens. Je suis toujours impressionné quand je vois les chiffres sur Twitter de Justin Trudeau, de Nicodère, même ceux de Mme Legault, de M. Parisella. Justin, je pense qu'il est rendu à 250 000 personnes qui le suivent sur Twitter. Donc ça, c'est unique. Il y a un charisme chez les politiciens qui certains en ont plus que d'autres, évidemment. Ensuite, ce que je recherche, c'est des gens qui ont le désir de changer les choses. Dans mon auto ce matin, en m'en venant ici, j'entendais le ministre de la Santé, Dr Hébert, parler du projet qu'il a déposé hier avec Mme Marois d'assurance autonomie pour garder les personnes âgées à la maison le plus longtemps possible et leur laisser une autonomie. Clairement, il y a un gars là qui a décidé de faire de la politique parce qu'il voulait changer quelque chose. C'est un projet dont il parle avec beaucoup de passion, il parle avec le cœur. Clairement, c'est un gars qui est allé en politique pour une raison, et c'est cette raison-là, et il est rendu à ce point-là. Donc, bravo, Dr Hébert, et bonne chance. Je cherche l'éloquence, quelqu'un qui est capable de s'exprimer. Je suis conseiller en relations publiques, donc je veux que les idées se transforment en résultats, et pour faire ça, il faut convaincre des gens. J'ai assisté à une conférence de Thomas Mulcair hier midi, et cet homme-là était là comme chef d'un parti de gauche, devant un auditoire de gens d'affaires qui le détestent. Et malgré tout, il a réussi à subjuguer son auditoire parce qu'il est tellement
il s'exprime avec tellement de clarté, tellement de précision, tellement d'éloquence. C'est impressionnant. On est sorti de là, tout le monde en disant « Wow, il est vraiment bon ». Puis après, tu y repenses, puis tu dis « Mais je ne suis pas d'accord ». Il n'a pas convaincu grand monde, mais il nous a impressionnés, disons. Ensuite, je recherche de la conviction. Il faut avoir le courage de ses convictions, le courage de ses idées en politique. Je ne sais pas quels peuvent être les gros enjeux dans chacune de vos commissions scolaires, dans chacune de vos communautés, mais on n'arrive jamais avec des propositions qui satisfont tout le monde. Il y a toujours des mécontents, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Donc, ça prend du courage, ça prend des convictions. Je vais vous raconter vite l'histoire d'un de mes politiciens favoris au Québec. Il y en a peut-être qui viennent du bout de Victoriaville, Bois-Franc, région de l'Érable, qui le connaissent. Un gars qui s'appelle Donald Langlois. Donald Langlois, c'est le maire de Saint-Ferdinand. J'avais un client, moi, qui avait un projet de parc éolien dans sa municipalité. Et évidemment, quand on parle de projet, quand on parle de développement économique, il y a des opposants. Moi, mon mandat, c'était d'aider le client à présenter le projet et à convaincre le gouvernement de l'approuver. On n'aurait jamais réussi à faire ça sans Donald Langlois. Pendant 1 an, pendant 2 ans, à chaque mois, au conseil municipal, il était confronté aux opposants. Il n'a jamais reculé, même si ça aurait été facile de dire « je m'en remets à Québec, que Québec décide ». Il n'a jamais fait ça. Il a toujours gardé la conviction que dans ma municipalité, un investissement de 400 millions de dollars, ça va nécessairement apporter plus de bons que de mauvais. Il a reconnu le fait qu'il y avait de l'opposition. Il a toujours laissé les opposants s'exprimer. Il n'a jamais reculé. Donc, bravo, M. Langlois. Je cherche de la modestie aussi. Encore là, une petite anecdote. On ne peut pas toujours, la modestie, de la patience, on ne peut pas toujours réaliser ce qu'on veut rapidement. J'ai un ami qui est maire d'une petite ville et il me racontait, là, il y avait une frustration là-dedans. Il me racontait pendant les 2-3 premières années qu'il était maire de cette municipalité-là. À chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il allait voir la directrice générale de la ville. Je ne sais pas si c'est comme ça la dynamique entre les élus et les directions générales des commissions scolaires. Mais il allait voir la directrice générale, il disait « OK, on va faire une bibliothèque, ça va être formidable. » Puis la directrice générale disait « Non, on ne peut pas d'argent, ça prend telle sorte d'autorisation, ça va prendre une subvention, ça va prendre 4 ans. » Donc, il a fallu tranquillement qu'ils apprennent comment ça marche, il a fallu tranquillement qu'ils s'habituent au fait que le rythme n'est pas toujours celui que tu veux. Donc, de la modestie, de la patience, de l'écoute, de la flexibilité. Je pense que ça peut paraître paradoxal quand on dit que ça prend le courage de ses convictions et ça prend aussi de la flexibilité, capacité de changer d'idée. Vous avez tous vu que le docteur Morgan Thaler est décédé, je pense que c'est hier. J'ai entendu parler d'une histoire hier soir, quelqu'un qui disait qu'à l'époque, le ministre de la Justice du Québec avait été un acteur important pour appuyer le docteur Morgan Thaler. C'était Marc-André Bédard, à l'époque, qui était ministre de la Justice. Lui était un croyant catholique, très pratiquant apparemment, et malgré tout, il a compris que la société avait changé. Il a changé son point de vue là-dessus, et il a appuyé, il a demandé que le gouvernement fédéral change le code criminel en dépit de ses valeurs catholiques à lui, parce qu'il avait compris qu'il y avait eu un changement au niveau. Donc, il faut être flexible, il faut être capable de changer d'idée, il faut surtout écouter pour pouvoir changer d'idée les gens qui n'ont pas le même point de vue. Puis évidemment, dernière caractéristique que moi je recherche, l'intégrité. C'est des fonds publics que vous administrez, donc l'argent public, c'est sacré. Il faut que ce soit absolument irréprochable. Donc, si vite, j'avais un conseil à vous donner, utilisez les outils qu'on utilise dans une campagne de relations publiques pour arriver à vos fins. Donc, rendre votre métier plus valorisé, faire monter votre taux de participation et évidemment gagner vos élections. Donc, je dirais 3 choses. Premièrement, utiliser les outils qui sont à la disposition des élus aux autres niveaux. Les élus municipaux, les campagnes municipales, les campagnes provinciales, les campagnes fédérales se font d'une façon peut-être un petit peu plus professionnelle. Maintenant, avec Internet, il y a des outils qui sont disponibles qui ne coûtent pas très cher. Mais la politique, c'est le terrain, les listes électorales, les appels, le pointage, pas du sondage professionnel, mais téléphoner aux gens, savoir qui sont vos appuis, qui sont vos électeurs, les faire sortir, etc. La base de la politique, je ne sais pas à quel point c'est utilisé en politique scolaire, mais il n'y a aucune raison que vous n'utilisiez pas les méthodes qui sont disponibles maintenant de façon pas très coûteuse. Deuxièmement, les moyens de communication modernes. M. Pelletier en a parlé un petit peu. Il y a les médias sociaux. Aucune raison que vous n'utilisiez pas les médias sociaux,
les nouvelles méthodes de communication. Si vous êtes en région, cela dit, moi je le sais parce qu'on a des clients qui ont des activités en région, ce n'est pas nécessairement dans toutes les régions que les médias sociaux, même Facebook, qui est très populaire, sont aussi utiles. Donc, vos hebdos, vos petites radios régionales, etc., vous devez constamment être en contact avec vos petits médias de communication qui sont votre outil. Et vous pouvez créer vos propres outils de communication également. Ça ne coûte pas cher encore aujourd'hui avec les moyens qu'on a. Donc, les moyens de communication, les moyens d'atteindre les électeurs où ils sont. Et finalement, et c'est peut-être le plus important, il faut absolument, et c'est encore là, M. Pelletier en a parlé, il faut s'engager dans la communauté. Donc, dans chaque communauté, que ce soit en ville ou que ce soit à l'extérieur, il y a des groupes communautaires, des œuvres de charité, des partis politiques à d'autres niveaux, des caisses populaires, des clubs, des activités sportives. Donc, il faut être impliqué dans sa communauté, se faire connaître les traits de caractère qui font qu'on fera un bon élu. Et à ce moment-là, peut-être que les gens vont s'intéresser plus aux élections scolaires si vous êtes plus connus. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci, M. Ryan. J'invite maintenant M. John Parisella à faire de même. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'était pas trop difficile à dire oui parce que quand je savais que Benoît Pelletier était pour parler, disons, je savais que j'étais en bonne compagnie. Puis évidemment, Patrice puis José qui sont des amis aussi, donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. C'est bien la première fois que je parle après un Ryan. Habituellement, je laissais toujours le dernier mot à l'homme qui est devenu, je dirais, quasiment mon mentor en politique, Claude Ryan. Donc, mais je pense que les messages qui ont été communiqués par tous et chacun à date sont vraiment des messages avec lesquels je peux facilement m'associer. Donc, je ne répéterai pas ce qui a été dit, mais je voulais peut-être juste vous dire un peu mon parcours, parce que certains d'entre vous me connaissent surtout de la politique, puis à l'occasion faire des commentaires sur la politique américaine. Mais moi, j'ai quand même commencé ma carrière comme professeur au niveau secondaire, dans le secteur, dans l'école publique et non pas l'école privée. J'ai enseigné pendant 11 ans de temps. Moi, je dis toujours 11 ans, c'est une carrière. C'est pas juste un passage d'un an ou deux. Et je peux vous dire que la façon que je décris mon passage en éducation, c'était l'emploi qui m'a le moins bien payé, mais c'est celle que j'ai le plus aimé. Donc, je suis très content d'être avec vous, puis je vous félicite pour votre engagement. Vous avez raison. Je voulais quand même dire une couple d'autres choses. Présentement, je dirige une campagne qu'on appellerait une campagne de financement, mais c'est de la philanthropie pure, pour l'Université de Montréal, HEC Polytechnique. Je suis très honoré de faire cela. La raison que je dis que je suis très honoré, c'est que je suis quand même pas un diplômé de ces universités-là, je suis un diplômé de McGill, et d'être capable de servir ce grand complexe universitaire est important, mais c'est une autre façon de dire que c'est un engagement aussi. C'est pas juste un travail, c'est parce que j'y crois vraiment à l'éducation comme étant essentielle pour l'avenir d'une société. Je pense que Benoît l'a bien décrit, et pour moi, c'est un moment très important dans ma vie. L'autre élément qui est un petit peu plus personnel, qui va peut-être vous faire sourire un peu, c'est que quand j'ai quitté la politique après que M. Bourassa a quitté et M. Johnson a perdu contre M. Parizeau en 1994, je suis allé en affaires, mais j'avais toujours quand même un attrait pour la politique. On m'avait demandé de participer dans un comité pour trouver des candidats ou des candidates vedettes. Et je peux vous dire que c'était une cuvée pas mal impressionnante parce que puis je veux pas que ça paraît comme je me vante, mais je pense que j'ai eu raison. Benoît Pelletier est un de ces personnes-là. Puis je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que je ne m'ai pas trompé. L'autre, en passant, c'était Monique Jérôme Forget. Donc, j'ai eu une bonne récolte cette année-là.
Je voulais peut-être répondre à 2 questions. On n'a pas beaucoup de temps, puis on va avoir le temps d'échanger, mais il y avait une couple de questions qui ont été envoyées dans la littérature au niveau de l'annexe qui disait « Quelle place doit occuper la politique dans notre société? Est-il vraiment possible de faire de la politique autrement? » Il est clair qu'en ce moment, quand on lit les journaux, quand on regarde la télévision, quand on voit les multiples enquêtes, quand on entend parler de gens qui ont eu la confiance directe de la population, on a tendance à dire c'est très mauvais, c'est pourri, c'est corrompu, ça ne m'intéresse pas. Et le danger de tout ça, c'est qu'on tombe dans le cynisme, puis on tombe peut-être même dans l'indifférence, de ne pas s'engager, de ne pas s'impliquer. Moi, je passe la plupart de mon temps à faire des conférences avec des jeunes et j'ai toujours un message. Et j'ai quelques messages, mais un des premiers messages, c'est que pour moi, la grande majorité des gens qui s'engagent en politique, c'est des gens qui le font pour les bonnes raisons et c'est des gens qui servent avec intégrité et qui servent pour avancer la société. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir un discours sur la politique, l'état de la politique. C'est juste qu'il y a des choses qui se produisent dans notre milieu politique. Mais je peux vous dire que j'ai passé 2 ans aux États-Unis, puis des fois, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Le problème de l'argent, le problème de la corruption, la collusion, le fait qu'il y a peu de personnes qui s'engagent comme ils s'engageaient au niveau de toute votation, de participation, mais on a quand même beaucoup d'élections aux États-Unis. Je peux vous dire que la situation n'est pas reluisante comparée même à la nôtre. Mais la nôtre est loin d'être parfaite, puis je pense que ce serait vraiment mauvais de ma part d'essayer d'expliquer des choses et essayer de vous dire que la politique n'a pas besoin de réformes. La politique a besoin de réformes. Un des grands défis en ce moment, c'est le climat politique dans lequel le débat se produit. Je trouve qu'en ce moment, on vit une période de grande polarisation. Vous allez dire, oui, mais il y en a toujours eu de la polarisation. Il y en a eu dans le temps des années 70, quand on avait le débat qui a précédé le référendum de 80. Il y en a eu de la polarisation qui a suivi ce référendum-là. J'en conviens. Mais j'aime penser que les débats n'étaient pas sur les personnes ou contre les personnes, mais étaient des débats d'idées. Et s'il y a quelque chose qui nous manque aujourd'hui, d'après moi, c'est un débat d'idées, fondamentalement. On est là, on se compétitionne pour un temps d'antenne, pour avoir une clip, pour avoir un moment, une clip de 10 secondes à la télévision avec une phrase choc, mais on oublie qu'on ne fait pas avancer le débat. Et la démocratie, ultimement, pour qu'elle s'exprime, il faut que ce soit vraiment un choix entre pas juste des individus qui vont mieux servir et mieux incarner les idées, mais surtout entre un sens de direction pour la société. Donc, moi, j'ai toujours cru qu'un politicien ne doit pas gérer juste pour la prochaine élection, un politicien doit gérer pour la prochaine génération. Puis s'il y a un domaine où la prochaine génération est en jeu, c'est bien le domaine scolaire, le domaine de l'éducation. L'autre élément, c'est évidemment la nature de la couverture médiatique. Patrice en a parlé. Et il est clair qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Les médias sociaux, oui, amènent une nouvelle composante, mais ce n'est pas nécessairement une composante qui lève le débat. Bien des fois, c'est une composante qui baisse le niveau de débat. Et c'est très, très inquiétant. Moi, je suis de la génération, normalement, on regarde Twitter passer, mais je suis un participant assez actif, parce que je me dis, ça ne me donne rien de parler aux jeunes si je ne comprends pas leur univers. Donc, je suis très actif sur Twitter, je suis très actif sur Facebook, et je peux vous dire que moi, je travaille très fort de mettre du contenu, soit à faire référer des gens à lire des articles, ou soit des papiers que moi j'écris pour une revue américaine. J'essaie toujours d'amener ou de lever le débat plus haut. Et ça, je pense que c'est ça qui nous manque en ce moment, puis ça crée une situation qui est pas très attachante. Par contre, dans l'histoire, on a eu des périodes qui étaient difficiles. Faire la politique dans les années 60 aux États-Unis, c'était pas évident, surtout quand tu étais en faveur de la cause des droits civiques pour les Africains américains des années 60, après avoir vécu 100 ans de ségrégation, puis avant ça, disons, l'esclavage. Et pourtant, il y a des gens à grand risque qui sont engagés et ils ont fait un changement. Même notre débat national.
Moi, j'étais sur un côté, vous le savez, mais j'ai jamais dénigré l'autre côté, les personnes de l'autre côté. J'ai toujours trouvé que c'était un débat qui était sain pour la société québécoise et je pense sérieusement sain pour l'ensemble de la société canadienne. Donc, on a des périodes qui peuvent être très difficiles, très polarisantes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'engage pas. Et ça, c'est le message que je donne aux jeunes, de s'engager. C'est absolument important de participer, que ce soit dans des élections comme élu, que ce soit dans un organisme comme bénévole, que ce soit comme professeur, comme enseignant, en éducation. Moi, j'ai toujours conclu à la fin de mon séjour dans l'enseignement que je n'avais pas juste enseigné une matière qui venait du régime pédagogique de Québec, mais j'ai essayé de faire une différence dans la vie de mes étudiants et de mes étudiantes. Et aujourd'hui, j'en rencontre. Ils sont dans l'âge qui me font vieillir quand je les regarde, mais je suis consolé du fait que j'ai fait quelque chose qui était important. Donc, quand vous êtes dans l'éducation, il y a une partie qui peut avoir un salaire attaché à ça, mais il y a une très grande partie qui n'a pas de salaire attaché à ça. Et c'est cette partie-là que je pense qui est un modèle en termes d'engagement civique. Je termine en parlant peut-être des qualités que je pense que les gens doivent amener dans leur engagement civique. La première chose pour moi qui est importante, évidemment, c'est d'avoir des convictions. Pourquoi qu'on s'engage? On croit-tu dans quelque chose? Et si on croit dans quelque chose, c'est déjà un point de départ très important. La deuxième chose, c'est l'authenticité. On a tendance, dans un mode d'image, puis moi je connais Patrice, puis je sais comment Patrice opère, et j'ai connu évidemment d'autres membres de sa famille, c'est des gens très authentiques. Mais on joue dans un monde que des fois, il faut essayer de faire, comme tu dis, le show business. Et c'est très difficile d'avoir des gens qui restent authentiques. On en a eu, d'après moi, au fil des idées, au fil des années, des gens qui ont été très authentiques et qui ont fait la politique. Donc, c'est très important de ne pas perdre ce que nous sommes. Soyons pas le produit des images, des fabricants d'images, soyons beaucoup plus nous-mêmes et utilisons les fabricants d'images pour sortir le vrai de nous-mêmes. Moi, je me souviens quand je me suis engagé récemment comme bénévole suite à l'élection du gouvernement minoritaire, je m'avais dit, l'idée n'est pas de prendre un homme ou une femme politicienne et essayer de transformer quelque chose qui n'est pas réel. Il faut rester authentique, c'est une qualité absolument essentielle. L'autre, c'est l'audace. Quand on va en politique, il faut risquer l'échec. Il ne faut pas juste aller pour la victoire. Parce qu'il va y avoir de la victoire, mais c'est avec les échecs qu'on apprend. Et donc, ça, c'est un élément important. L'audace est très important dans l'engagement civique. L'autre, évidemment, c'est quelque chose que j'y tiens beaucoup, c'est la civilité. Il y avait le président Kennedy qui a dit dans son inauguration, je vais vous le citer en anglais, il dit « Civility is not a sign of weakness, and sincerity is subject to proof. » Et qu'est-ce qu'il disait? C'était qu'on était là, à la toute veille de la possibilité d'une crise qui nous a ramené à une troisième guerre mondiale nucléaire, et M. Kennedy parlait de civilité dans le dialogue avec l'Union soviétique de l'époque. Pourquoi qu'on ne peut pas avoir la civilité aujourd'hui? Pourquoi qu'il faut s'attaquer toujours la personne? Pourquoi qu'on a un climat, des fois les périodes de questions qu'on voit à la télévision, dans les différents parlements, que c'est fait avec beaucoup de hargne et beaucoup d'attaques de nature personnelle? Moi, je suis totalement contre ça parce que je ne considère ça totalement non productif et ça l'ajoute au cynisme et éventuellement à l'indifférence. Et l'autre qualité, c'est le courage dans l'adversité. L'adversité, c'est ça qui nous teste. Donc, quand je vous dis, il y a des moments qui sont difficiles, vous êtes souvent mis en cause par les hommes, les femmes politiques, des fois une formation plus qu'une autre, sur votre existence. Moi, je dis, puis je le disais tantôt au petit déjeuner, la démocratie, c'est pas juste le taux de participation qui nous permet de juger la qualité d'une démocratie, c'est le droit à pouvoir y participer, l'accessibilité. Et moi, je suis un de ceux qui souscrit à la thèse de Benoît en ce qui concerne l'existence et l'avenir des commissions scolaires. Et je terminerai évidemment sur le thème qui est beaucoup à la mode, mais c'est l'intégrité. C'est clair que l'intégrité
On aime tous se déclarer des champions de l'intégrité. Hein? Je pense qu'il n'y a pas de politiciens qui ne manquent pas l'occasion de se dire que personne ne questionne mon intégrité. Mais l'intégrité, c'est par l'exemple. C'est par la capacité de ne pas avoir la langue de bois, d'avoir une probité personnelle absolument sans reproche. C'est de vraiment faire l'engagement envers nos concitoyens pour faire une différence, pour faire du changement, pour améliorer le sort de nos proches. C'est ça la façon qu'on doit faire quand on fait de la politique. C'est ça l'intégrité. Donc, il est clair que si vous voulez réussir dans votre travail, vous avez besoin de ces qualités-là, des fois différentes variantes. Il y a aussi l'élément important, c'est de bâtir des alliances. Et s'il y a une leçon que j'ai apprise de Robert Bourassa dans mes années que j'ai été au service, c'est qu'en politique, comme je dirais, dans n'importe quoi, dans tout engagement civique, on additionne, on ne soustrait pas. Ça, c'est très important. Et l'autre élément, évidemment, c'est d'essayer d'inspirer les gens qui nous suivent. Des fois, on n'a pas tout le charisme pour le faire, mais des fois, on va le faire simplement parce qu'on est des personnes vraies. Puis on se dit, mon Dieu, il n'est pas très excitant, mais je le crois. J'ai confiance en lui ou en elle. Donc ça, c'est très important. La passion, l'énergie, c'est important d'apporter. Il y en a qui sont naturellement charismatiques, il y en a qui le sont moins, mais quand on est ce que nous sommes, quand on est vrai, quand on est authentique, moi, je suis convaincu que les gens vont nous suivre. Je vous souhaite bonne chance dans l'élection qui va s'en venir. Je vous encourage. C'est très important qu'est-ce que vous faites. J'ai été dans une classe, j'ai enseigné, j'ai vécu des questions très importantes dans la classe. J'ai lutté contre la violence dans les cours d'école. J'ai aussi été un support à des étudiants, une en particulier qui a vécu un problème de drogue qui était absolument essentiel. C'est très important qu'est-ce que vous faites, que vous donnez le support à vos enseignants, que vous donnez tout ce qu'il faut pour innover à l'intérieur de la classe, parce que c'est là que ça va se passer, c'est là qu'on va faire une différence. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci, M. Parisella. Et la dernière, mais non la moindre, je vous demande d'accueillir, j'ai besoin de ma voix pour le dire, José Legault. Merci. Et moi non plus, je ne suis pas ici pour mon code génétique, donc je n'ai aucun lien de parenté avec François Legault. Elle est tout simplement trop facile à résister. Bon, alors, premièrement, j'aimerais remercier les présentations précédentes. Vraiment, c'était extrêmement intéressant. Mais moi, je vais vous amener, si vous me le permettez, vers d'autres sentiers. Donc, je pense que les conseillers vous ont prodigué d'excellents conseils. Moi, je vais aller plus sur le plan de la science politique et essayer de décortiquer un peu l'environnement très, très spécifique au Québec dans lequel la démocratie scolaire se vit. Et je pense que c'est quelque chose qu'on est en train d'oublier et dont on parle de moins en moins et je pense que c'est vraiment dommage et vous allez voir pourquoi. Je vais vous parler principalement d'un tabou, ce qui est devenu, je pense, un tabou au Québec. C'est que la démocratie scolaire, ici, se vit dans un système qui ressemble étrangement à ce que j'appellerais une tour de Babel. Alors, on sait qu'il existe déjà ici deux systèmes parallèles, primaire et secondaire, un public et un dit privé, mais qui, dans les faits, est subventionné à 60 %. Et il y a un fossé qui se creuse, évidemment, de plus en plus entre les deux systèmes, autant sur le plan du recrutement que des perceptions populaires qui dominent maintenant, qui prêtent des qualités objectives supérieures au système privé subventionné plutôt qu'au système public. Mais dans les faits, là, on a déjà deux systèmes. Lorsqu'on additionne à ça le corollaire du côté anglophone, qui a aussi un système privé subventionné et public, on est déjà rendu à un système à 4 vitesses. Et là, je ne remets pas du tout en question
l'existence du système anglophone. Au contraire, là, c'est un droit acquis. Je fais juste compter les vitesses, hein, parce qu'on parle souvent du système de santé à 2 vitesses. Le système d'éducation, la base d'une société, on est déjà rendu à 4. Mais attention, ce n'est pas terminé. Alors, lorsqu'on ajoute les 138 écoles privées confessionnelles au Québec, elles-mêmes scindées en écoles privées non subventionnées et écoles privées subventionnées, on est déjà rendu à 6 vitesses. Et lorsqu'on couronne le tout avec des écoles privées non confessionnelles ou pas, là, qui ne sont pas subventionnées du tout, donc qui sont complètement privées, eh bien, au Québec, au primaire et au secondaire, on arrive à un système à 7 vitesses. Et j'en ai peut-être même oublié. Alors, c'est sûr que comme politologue, lorsque je regarde ça, je me dis, pour une petite société comme le Québec, et quand je dis petite, je parle quantitativement, pour le seul État majoritairement francophone en Amérique, pour ce qui est de l'offre d'éducation, la base pour notre population au primaire et au secondaire, je trouve que l'on se paie un luxe qu'on n'a peut-être pas les moyens de se payer avec le système scolaire probablement le plus éclaté, le moins cohésif en Amérique du Nord. Et ce qui est un petit peu troublant, c'est qu'on est en train de l'oublier. Non seulement on l'oublie, mais on le laisse même foisonner. Et on ne se demande plus comment ça affecte non seulement la cohésion sociale, l'égalité des chances, mais aussi justement la qualité de la démocratie scolaire et son exercice même. Et ça a commencé par les écoles privées, mais subventionnées à 60 % par les deniers publics, par les mêmes contribuables, dont plusieurs d'entre eux n'ont pas les moyens, paradoxalement, d'envoyer leurs enfants à ces écoles-là si jamais c'était leur préférence. Donc, c'est une liberté de choix, mais limitée. Et c'est quand même assez intéressant qu'en 2013, nous n'ayons pas non plus de pouvoir public prêt à engager un dialogue avec la population sur cette question-là. Et là, encore une fois, j'exclus le système anglophone qui est un droit acquis. Et cette conversation-là que nous n'avons pas, parce que ça, c'est le nouveau mot à la mode en politique, maintenant on a des conversations, je trouve qu'on fait l'économie d'un débat vraiment de fond. Et étant moi-même, moi aussi, un produit du système public, hein, j'ai grandi à Saint-Michel, donc dans un quartier où, à cette époque-là, dans les années 60 et 70, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait les moyens d'aller à l'école privée. Je peux vous dire qu'au fil des décennies, de constater la multiplication continuelle des clientèles scolaires qui, dans les faits, maintiennent chacune de leur côté leur propre univers scolaire, socio-économique intact, c'est de plus en plus, je trouve, inquiétant. Même le gouvernement actuel avait promis dans sa plateforme électorale au moins de reviser la hauteur des subventions accordées aux écoles privées subventionnées. Mais bon, ça ne semble pas vouloir se faire non plus. Et donc, on continue à fermer les yeux aussi devant la croissance des effectifs dans le système privé subventionné. Au Québec, c'est 12 % quand même de la clientèle scolaire qui est dans ce système privé subventionné. Par opposé, là je prends une province, j'aurais pu en prendre d'autres, là, par opposé à 6 % en Ontario, où les écoles privées, comme dans le reste du Canada, sont vraiment des écoles privées, ne sont pas subventionnées. Et moi-même, pour faire ma recherche, je suis allée faire un peu de magasinage d'écoles privées ontariennes pour voir un peu les frais de scolarité. Parmi les plus prestigieuses, ça peut aller jusqu'à 60 000 $ par année par enfant. Alors, mais c'est un choix. C'est un choix. Et le fait que ce soit des écoles privées, vraiment privées, fait que toutes les ressources publiques vont au système public. Et, évidemment, ça donne un système beaucoup plus cohésif et beaucoup plus solide. Alors, ça m'amène au rôle des politiciens et des politiciennes scolaires. C'est sûrement un des rôles, je pense, les plus ingrats par les temps qui courent, bien sûr, comme mes collègues l'ont dit, parce que le lien de confiance, de toute manière, est brisé pour le moment
entre les populations et la politique en général, parfois avec raison, parfois avec tort, et donc avec les gens qui la pratiquent à tous les niveaux. Mais aussi, votre défi le plus important, je pense, c'est que vous évoluez justement dans ces conditions-là qui sont très, très particulières au Québec et qui sont très, très exigeantes. Alors, lorsqu'on évolue comme élu ou comme candidat dans un système à 7 silos et qu'on fait partie d'un de ces 7 silos, alors il faut vraiment pédaler très, très fort pour aller chercher l'intérêt de ses électeurs, des parents, lorsqu'on est dans un système à géométrie aussi variable. Parce qu'un système à géométrie variable comme ça produit aussi des taux de participation variables, des taux d'intérêt variables, et pas seulement entre milieu urbain et milieu rural, mais aussi, bien entendu, entre les diverses communautés et tous ces systèmes-là qui se chevauchent, mais qui ne se rencontrent vraiment jamais. Et pour le système public, pour les élus du système public, bien évidemment, il y a toute cette compétition que vous devez subir et ces perceptions souvent non fondées lorsqu'on vous compare au système privé subventionné. Et puis, il y a aussi un autre tabou au Québec, mais je suis sûre qu'entre vous, ce n'est pas un tabou, c'est que face à cette tour de Babel, on a aussi un message de non-confiance, un message non dit de non-confiance qui est envoyé par plusieurs des élus lorsqu'ils choisissent pour leurs propres enfants le système privé subventionné. Incluant des ministres de l'Éducation, incluant des premiers ministres. Et là, je ne personnalise pas du tout, là. C'est dans tous les gouvernements. Il y a des exceptions, mais ça demeure des exceptions. Alors, c'est sûr que pour vous, comme élus scolaires, vous devez aussi faire face à ce discours-là. Il y a quelque chose il faut mettre au défi les élus des autres paliers. Moi, j'appelle ça un double discours, hein, le double discours des élus des paliers provincial et fédéral. Et je le décris de la manière qui suit, c'est-à-dire, pour ce qui est du système primaire et secondaire, on défend le public en public, mais on choisit le privé en privé. On me dit de me dépêcher. C'est pas un complot. Non. Alors, pour vous, c'est vraiment le défi, c'est de redorer le blason du système public. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Je ne repasserai pas sur tous les conseils experts qui vous ont été donnés, particulièrement sur les médias sociaux. Mais nous, des médias traditionnels, même si nous utilisons aussi les médias sociaux, nous existons aussi. Donc, pour les élus, nous sommes là aussi, bien entendu, pour faire notre travail. Et je terminerai sur la communication, parce que c'est très important la communication comme élu. Avant de choisir nos outils de communication, il faut savoir ce que l'on veut communiquer. Et là, on tombe sur la question la plus importante. Quels sont les enjeux que l'on veut définir? Quels sont les enjeux électoraux que l'on veut définir? Et de quelle manière, moi je résumerais ça ainsi, de quelle manière concrète, dans un système aussi éclaté, veut-on favoriser l'amélioration de l'éducation dans le système public et comment interpeller aussi sur cette question-là les élus des autres paliers. Je sais que c'est une vaste commande, là, mais je pense qu'au Québec, il est le temps que l'on retrouve la fierté de notre système public, qu'on la communique et que l'on demande aussi aux élus des autres paliers de lui faire confiance lorsqu'ils font leurs propres choix pour leurs propres enfants. Là-dessus, merci. Et
désolé, j'ai le rôle un peu ingrat de devoir dire qu'il reste peu de temps. Parce que, en fait, le temps qui est compté, on a plein de choses à faire, dont une partie très intéressante. On a 4 valeureux personnages ici. Ils vous ont tous adressé la parole séparément, mais on aimerait ça les entendre discuter entre eux, puis surtout peut-être les challenger un petit peu quant à ce qu'ils viennent de dire, évidemment. Challenger constructivement, il va s'en dire. Et j'ai envie de lancer une première question qui, j'espère, ne sera pas trop curveball en bon français pour vous. En fait, moi, je suis un prof spécialisé en innovation puis en entrepreneurship, là, puis je comprends très mal que tout le monde s'entend pour dire que la démocratie, particulièrement scolaire, a une valeur qui est énorme, substantielle, une utilité remarquable. Comment ça se fait que, dans ce cas-là, on vote pas trop? Monsieur Pelletier, vous avez dit de manière très vibrante, il faut passer à l'attaque. Monsieur Ryan, vous avez parlé de qualité humaine, de qualité, en fait, de bons politiciens. Monsieur Parisella, vous avez dit qu'il faut revenir à des débats d'idées. Puis, Madame Legault, vous avez dit qu'il faut redorer le blason de la politique, et en particulier, j'imagine, scolaire. Est-ce que c'est ça le problème? C'est ça qu'on ne fait pas? Est-ce que c'est ce qu'on devrait faire ou il y a autre chose? Tiens. Monsieur Pelletier, pour commencer. Bien. D'abord, je dois dire qu'il y a une diminution de l'intérêt pour les élections dans tous les secteurs d'activité, là. Alors ça, c'est une caractéristique du Québec d'aujourd'hui. C'est regrettable, mais tout le monde en paye le prix, y compris les politiciens fédéraux et provinciaux, et bien entendu aussi les politiciens municipaux. C'est sûr qu'il faut qu'on entende davantage parler des enjeux scolaires. Donc oui, ça passe par les médias traditionnels, c'est vrai, José, et les médias sociaux aussi. Faut qu'on voit davantage les commissaires. Je dois vous dire que moi, comme député, il est très, très rare qu'un commissaire soit venu à mon bureau. J'en rencontrais à l'occasion d'événements, mais presque aucun commissaire ne venait me rencontrer à mon bureau pour échanger sur les enjeux. Donc déjà, là, il y avait une inexistence, si je puis dire, de ces personnes-là qui était regrettable. Bien que ce ne soit pas une panacée, je crois beaucoup dans les institutions, dans les élections municipales scolaires simultanées. Mais attention, je répète, ce n'est pas une panacée. On risque d'avoir de mauvaises surprises. Il ne faut pas tout miser là-dessus. S'il s'avérait que ces élections-là se tiennent et que le taux de votation demeure aussi bas, ce serait encore plus gênant. Donc, il y a du travail de sensibilisation du public qui va devoir être fait d'ici là. Mais vous savez, l'éducation, c'est un enjeu de société. Normalement, ça devrait intéresser tout le monde. Tout le monde devrait être interpellé. Alors, si les gens ne sont pas interpellés par l'éducation en général, parlez de persévérance scolaire, parlez d'élèves en difficulté, parlez de réussite scolaire, parlez de fermeture des écoles, parlez de taxage scolaire, parlez de violence, parlez de sujets qui touchent les gens, mais parlez-en et publiquement. Donc, de rattacher vraiment l'importance et de la faire rendre encore plus tangible. Monsieur Parisella, c'est ça? C'est sûr que je suis pas en désaccord avec ce que... Vous m'entendez? Oui. Oui. Qu'est-ce que Benoît vient de dire? Il faut quand même être assez réaliste quand on parle de toute participation. Moi, je fais des élections depuis 1978, donc j'en ai vu de toutes sortes. J'en ai fait au niveau municipal, j'en ai fait au niveau provincial, fédéral, même au niveau de la santé. Au niveau scolaire, oui, j'en ai fait pour un de mes amis qui est élu, d'ailleurs, aux alentours de l'école John F. Kennedy, là, dans le quartier Saint-Michel. Tu dois connaître ça, à côté de chez toi. Mais écoutez, il y a toujours la question de l'enjeu que l'électeur ressent dans la lutte électorale. Il est clair que dans les années 70 et surtout dans les années 80, on avait des taux de participation aux élections provinciales de l'ordre d'environ 80 %. Au référendum de 94, on a atteint au-delà de 90 %. C'est quasiment soviétique. Donc, quand vous regardez tout ça, donc quand les gens ressentent un enjeu, les gens vont sortir. Le problème que vous vivez au niveau scolaire, c'est que beaucoup des grands dossiers ont des solutions qui impliquent d'autres niveaux de gouvernement. Il ne faut pas le perdre de vue. Moi, je suis impliqué avec la persévérance scolaire, avec un groupe relié avec Jacques Ménard, là,
Et je peux vous dire qu'on aimerait que la solution se trouve exclusivement à l'école. Elle peut se trouver à l'école. Des professeurs engagés, des gens qui restent après la classe, des programmes qui peuvent être faits, mais il y a des questions d'argent. Et ça, cette question-là t'amène à un autre niveau. Donc ça, il faudra juste relativiser l'affaire. Moi, je reviens toujours au point, c'est pas parce qu'on me dit qu'il y a 10-12 % de participation que ça ne devient pas pertinent. Moi, je trouve que la démocratie s'enrichit quand on augmente la franchise de la démocratie. Quand on a accès à la démocratie, on est plus fort que quand on ne l'a pas. Puis si on juge dans notre situation sociétale, avec tellement de compétition, écoutez, vous auriez pensé, je vais vous donner une petite donnée qui est un peu bizarre. Vous vous souvenez de l'élection d'Obama en 2008? Il avait inspiré les jeunes, hein? C'était Hope and Change. Puis évidemment, il y a eu le vote des jeunes en majorité. Dans la dernière élection, il y avait un taux de chômage qui était quasiment quand même à 8 %. Il n'y avait plus le Hope and Change. Toute satisfaction est à peu près aux alentours de 48-49 %. Il a gagné auprès des jeunes, mais il a gagné plus fort avec les jeunes cette année qu'il a gagné quand il était tout reluisant, puis charismatique, puis nouveau. Comme ça, qu'est-ce qu'on en conclut de ça? Bien, on conclut qu'il y avait peut-être un sens de direction avec son adversaire que les gens ont senti, que ça les interpellait. Il y avait aussi la façon que l'organisation électorale s'est faite. Et lui, il avait défini sa coalition puis il était cherché. C'est difficile au niveau scolaire de définir sa coalition. C'est une autre affaire. Comme ça, moi, autant que je suis totalement d'avis avec ce que Benoît dit, la notion de peut-être faire des élections simultanées avec le milieu municipal, moi, je suis bien d'accord avec ça. Je trouve qu'on devrait donner accès à des gens à voter en ligne. Je pense qu'on peut faire ça. On paye nos comptes en ligne. On se fait qu'on ne peut pas faire un vote en ligne. Vous savez, comme ça, moi, je pense que toutes ces affaires-là peuvent augmenter la participation. Mais dites-vous pas que vous allez avoir un taux de participation de 40-30 % quand vous n'avez même pas ça au municipal, à Montréal. En tout cas, on ne l'a pas eu la dernière fois. Puis au provincial, on est descendu des 80 %, puis là, on frôle le 60 %. Donc, l'important, c'est surtout de ne pas perdre la franchise. Moi, pour moi, c'est ça le message. Est-ce que c'est une façon, je veux faire intervenir peut-être Mme Legault, mais est-ce que c'est parce qu'on ne fait pas de la politique de la bonne façon, peut-être? C'est ce qui manque pour interpeller les gens? Vous me regardez quand vous posez la question. La question est lancée pour l'ensemble des panélistes. Moi, je fais bien attention sur... je reviens encore au fait que c'est Benoît qui a dit ça au début. Si tu fais la politique, il faut que tu aimes le monde. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu parles avec le monde. Il faut que tu te rendes disponible pour le monde. Il faut que tu ailles voir le monde. Puis si tu ne peux pas tout voir le monde, bien, tu te bâtis des alliances avec des gens qui vont aller à ton nom. Donc, oui, dans un sens, il peut y avoir une façon de le faire. Mais moi, j'aime mieux avoir quelqu'un qui est pas rockstar, mais qui est vrai. Donc, moi, je suis pas prêt à dire ça. Honnêtement, là, je trouve que c'est important qu'est-ce qu'on fait en ce moment, nettoyer le système, là, purger le système, c'est important. On va passer à d'autres choses. Quand M. Lévesque a amené la loi sur le financement des personnes, le monde oublie, hein? Moi, j'ai trouvé ça très difficile d'avoir le monde attaquer la loi que M. Lévesque a amenée. C'est une loi qui a assaini les finances, les élections, pas mal mieux que ce qui était avant la loi. Par contre, où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Graduellement, les gens ont pris ce système. Il n'y avait peut-être pas les ressources pour gérer ce système-là. Là, maintenant, il y a eu des lois qui ont été passées. Même devant la commission Charbonneau, on avoue qu'il y a des choses qui ne peuvent plus se faire depuis 2010. Donc, c'est bon, c'est positif. Mais je peux vous promettre qu'en 2040, quand je ne serai pas ici, il va y avoir encore une autre commission. Peut-être. Madame Legault. Et je ne serai pas là pour la présider, malheureusement. Mais deux petites choses. Sur le taux de participation, je suis d'accord avec John, mais justement, lorsque je parle du système scolaire primaire et secondaire éclaté au Québec, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des taux de participation qui sont variables. Hein. C'est plus haut en région parce qu'il y a un sentiment de proximité qui est beaucoup plus fort que, évidemment, dans les grandes villes. Mais pour revenir sur le fond de la question, et je me suis beaucoup questionnée là-dessus dans les derniers jours, au Québec, on vient de passer une année assez mouvementée où la grève étudiante du printemps dernier a remis, heureusement, sur la place publique
tout le débat sur l'éducation supérieure, les universités. C'était la première fois au Québec en très longtemps qu'on s'est mis, en tout cas un certain nombre de Québécois se sont mis à se réintéresser et à discuter de la question de l'éducation supérieure. Bon, là, vous allez me dire, elle nous demande d'aller en grève, elle veut qu'on appelle anarcho-panda. Non, c'est pas ça du tout. Sauf qu'on a vraiment remis ça sur la sellette et heureusement. Pendant ce temps-là, ce qui vient avant l'éducation supérieure, donc l'éducation préscolaire, primaire, secondaire, nous n'en parlons pas comme société. Donc, on ne parle pas du fait que c'est un système à 7 vitesses, mais nous n'en parlons pas. Au niveau universitaire, l'idée qui circulait avant le sommet qui a été tenu par le gouvernement, c'était l'idée d'avoir des vrais états généraux de l'université. Donc, des états généraux mis sur pied par le milieu universitaire, pour le milieu universitaire. Donc, un exercice hors d'un contrôle gouvernemental. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Ça ne veut pas dire que le sommet a servi à rien, mais je pense que dans le milieu universitaire, plusieurs des étudiants, autant que les enseignants, vous diraient que des états généraux auraient été nettement préférables et étaient dus. Est-ce que ce serait le temps d'avoir des états généraux au Québec sur l'éducation primaire et secondaire? Alors, est-ce que l'heure est arrivée, et c'est une question rhétorique, hein? Moi je pense que oui, l'heure est arrivée de regarder notre système crûment, en plein visage, et de dire, est-ce que c'est ça que l'on veut? Est-ce que l'on veut, premièrement, un système en silo? Et là, encore une fois, là, parce que je mets toujours de côté là, les droits acquis des anglophones, mais est-ce qu'on veut garder ce système-là en silo, privé, subventionné, non subventionné, confessionnel, non confessionnel? Et est-ce qu'on veut laisser le fossé continuer à se creuser entre ces différentes populations-là? Ou est-ce qu'on veut réfléchir à des manières de se donner un système primaire et secondaire où on retrouverait le goût de nourrir une plus grande égalité des chances? Hein? Parce qu'il faut redécouvrir ce concept-là. Parce qu'aujourd'hui, dans le système politique et économique dans lequel nous vivons, parler d'égalité des chances, c'est devenu presque socialiste. Hein? Et pourtant, c'est un concept éminemment libéral, pas dans le sens partisan du terme, là, mais dans le sens philosophique du terme. Donc, pas néolibéral, mais libéral. Et peut-être que, en tout cas, c'est une idée que je lance, autre chose, mais il faut absolument non seulement interpeller les élus des autres paliers, mais il faut interpeller les Québécois. Alors, nous avons parlé de nos universités. Il y a des mécanismes qui sont en branle maintenant. Il est temps qu'on s'intéresse aux primaires et aux secondaires. Je vais juste peut-être ajouter un point, puis ce n'est pas une note discordante. Moi, je trouve que l'idée de faire ces grands rassemblements-là, comme les États généraux ou, comme tu dis, autre chose, c'est très valable. Il y a un élément quand même, il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a beaucoup de corporatisme au Québec. Et quand on rentre dans ces grands... Et c'est ça que j'ai trouvé difficile quand j'ai observé le sommet sur l'éducation. C'était des gens qui étaient comme désignés avec X nombre de sièges parce qu'ils représentent telle et telle chose. C'était contrôlé par le gouvernement. Il y a ça. Mais même le danger, c'est qu'on a tendance à avoir des intérêts spéciaux qui mènent souvent le débat. Et moi, je pense, moi, je suis un produit de l'école publique. Mes enfants ont tous été à l'école publique, sauf une qui a fait un 4 ans dans une école privée, puis c'était pas mon choix. C'était pas son choix, c'était le choix de leur mère. Mais c'est correct. C'est correct. Mais je trouve que il y a des façons de faire. Moi, qu'est-ce que je trouvais difficile comme prof, c'est quand on me disait que tu avais X nombre de minutes de supervision le matin. Moi, j'avais de la misère avec ça.
Moi, j'ai jamais compté mon temps dans l'enseignement et j'étais agent syndical en passant. J'ai jamais compté mon temps par des minutes. Et ça, c'est un problème. Donc, moi, je pense que quand on va dans les grands sommets, je n'ai pas de problème sur le fond de la pensée de José, mais il va falloir qu'il y ait des gens qui remettent en cause des choses et qui n'arrivent pas avec un agenda idéologique à table. C'est là que les parents se sentent davantage plus loin. Puis si les parents sont loin, imaginez-vous où sont les étudiants. Moi, je dis que la persévérance scolaire ou la réussite scolaire, peu importe que vous voulez la faire, ou lutter contre le décrochage, ça prend le plus possible une approche moins gérée par des idéologies et des structures. L'important, c'est qu'on veut donner le goût d'étudier, on veut le goût de rester aux études, on veut avoir le goût de transmettre ces valeurs-là à ceux qui nous suivront. Je voudrais, oui. Je veux juste terminer là-dessus, si je peux. Mais je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je n'avance pas du tout l'idée d'un sommet. Les sommets sont habituellement des exercices pas totalement inutiles, mais essentiellement de marketing politique. Tandis que des États généraux, pour ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de ce que c'est que des États généraux, justement, c'est l'antithèse du corporatisme, c'est l'antithèse des minutes comptées, parce que, bon, j'ai couvert aussi le sommet de l'éducation supérieure, c'était vraiment sur des sujets complexes. Le micro fermait après 2 minutes, ça n'avait aucun sens. Mais c'est aussi pour, je pense qu'il y a des abcès à vider, là, mais c'est aussi pour intéresser, parce que là, on parle de démocratie scolaire, donc réintéresser, je dirais, non seulement à la population, mais réintéresser des élus qui, encore une fois, et je le dis sans personnaliser, en tout respect, en public, défendent le public, mais en privé, choisissent le privé. Bien, je voudrais terminer ce tour de piste avant, parce que je tiens à ce que vous ayez aussi la possibilité de poser des questions. Il y a 4 microphones. Monsieur Ryan va intervenir, puis Monsieur Pelletier voulait aussi rajouter un petit quelque chose. Donc, pendant qu'ils terminent leurs allocutions, vous pouvez peut-être déjà vous diriger vers les microphones. Encore une fois, il y en a 4 qui sont disposés un peu partout dans la salle. Monsieur Ryan. Très rapidement, là, pour réagir un peu, j'ai pas d'opinion particulière sur des États généraux. Je ne sais même pas vraiment de quoi ça pourrait avoir l'air, mais c'est important votre question parce que c'est l'existence même des commissions scolaires qui est en cause. Contrairement à ce qu'on a entendu ce matin, personnellement, j'ai pas l'impression que les commissions scolaires peuvent survivre à des taux de participation anémiques comme on a vu là. Je pense que vous avez un défi gigantesque devant vous et c'est pas votre responsabilité les taux de participation, mais je pense que les gens qui ne votent pas ne sont pas irresponsables de ne pas voter. Ils ne votent pas parce que, comme on disait plus tôt, on a l'impression que les décisions ne se prennent pas au niveau de la commission scolaire. Des décisions fondamentales sur les enjeux fondamentaux dont parlait Mme Legault, entre autres, se prennent à Québec. Donc, on participe aux élections provinciales quand on est préoccupé par l'éducation secondaire, primaire et non pas aux élections scolaires. Et là, c'est un peu plus votre responsabilité, puis ça revient un peu à ce que je disais plus tôt. Les gens ne sont même pas au courant des fois qu'il y a des élections scolaires. Donc, il faut mettre un petit peu de piquant, un petit peu d'action là-dedans aussi. C'est ça. Dans chaque région, les méthodes vont être différentes, mais les gens ne sont pas irresponsables ou cons de ne pas aller voter. Monsieur Pelletier. Oui, que vous cherchiez à augmenter le taux de participation aux élections scolaires, je pense que c'est une excellente chose. Le taux est très bas en ce moment. Ce n'est pas honteux si on tient compte de l'ensemble des facteurs. Les gens qui sont très sollicités démocratiquement, que je l'ai dit, la baisse de l'intérêt pour la politique en général, c'est sain que vous souhaitiez l'augmenter. Quelques expériences d'élections simultanées ont été tenues jusqu'à présent, des expériences ad hoc, et ont démontré qu'à ce moment-là, il y a plus de participation, effectivement, aux élections scolaires. Donc, on peut penser que s'il y avait des élections simultanées, ça irait un peu mieux. Je me pose pendant 2 questions. D'abord, moi, j'ai hâte que le gouvernement lui-même, là, je ne parle pas de la ministre, je parle du gouvernement lui-même, déclare à quel point la démocratie scolaire est importante et déclare formellement que les commissions scolaires sont là pour rester et sont un gain pour notre société. Moi, j'aimerais... Et que ça se fasse publiquement, parce qu'un discours ici, devant une salle qui est conquise à la cause, par le politicien ou la politicienne, ne suffit pas.
Ça prend une déclaration gouvernementale très ferme. Et l'autre question que je me demande, où est le directeur général des élections? Parce que... Ça fait des années qu'on se pose cette question. Oui. Alors, parce que là, à mon avis, il a un rôle majeur à jouer. Et si ce n'est pas clair, qu'on le clarifie dans son mandat, que les élections scolaires sont aussi importantes que les autres élections tenues au Québec. Bien. Et puisque c'est à la mode d'avoir des conversations, on va débuter la nôtre. Je vois qu'il y a déjà une personne au micro numéro 4. Je vous demande de vous identifier et de déterminer aussi à qui s'adresse la question, si tel est le cas. OK. Mon nom, c'est Gaëtan Paquet, Commission scolaire Marie-Victorin. Madame Legault, j'ai particulièrement apprécié votre discours sur le financement des écoles privées. Et j'ai eu la chance de voir des politiciens donner comme excuse que ce financement-là est valable parce que ça coûte moins cher que de faire le public. C'était un discours que j'ai entendu plusieurs fois. Comment on peut... Je pense que c'est peut-être la plus grosse bataille qu'on a à faire, nous autres, là, les commissions scolaires, afin de démontrer que c'est pas le même prix, effectivement, parce qu'ils n'ont pas les mêmes services et les mêmes obligations que les commissions scolaires publiques pour répondre au ministère de l'Éducation et du gouvernement. Madame Legault. Oui, votre question, peut-être la résumer brièvement. Quelle serait la meilleure stratégie? Comment vous voyez ça pour qu'on soit capable de mettre ça en lumière? Parce que c'est vraiment une honte là, de ça, là, effectivement, de financer l'école privée à 60 %, yeah. Alors qu'il faut qu'ils donnent des montants pour accéder à ces écoles-là, et qu'on coupe dans les commissions scolaires pour la mission qu'on a à faire. Merci, Mme Legault. Oui, bien, c'est la bataille de l'opinion publique. Hein. Et ça commence par l'information et non pas la désinformation. Et s'il y a une cause à faire, s'il y a une démonstration à faire, elle est à ce niveau-là, au niveau financier. Et il y a une autre cause encore plus difficile auprès de l'opinion publique parce que, bon, le Québec n'échappe pas à cette tendance mondiale qui est une montée fulgurante de l'individualisme. Là. Alors, on pense pour soi, on pense pour ses enfants, mais on pense moins à la collectivité. C'est vraiment de remettre en question ces perceptions-là qui se sont installées et qui expliquent pourquoi les effectifs scolaires dans les écoles privées subventionnées continuent d'augmenter. C'est-à-dire que l'école publique est de moins en moins bonne et que l'école privée subventionnée, elle, est meilleure. Un autre point aussi, c'est que, et ça, évidemment, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais lorsque vous subventionnez... Parce que le modèle québécois, quand on parle de modèle québécois, on a des choses qu'on fait au Québec qu'on est spécifiques qui sont de bonnes choses. Il y a des choses qui sont spécifiques qui sont de moins bonnes choses. Alors, on sait, pour augmenter, en tout cas, lorsque le gouvernement précédent a proposé d'augmenter les frais de scolarité universitaire, il disait que c'était pour s'aligner sur le reste du Canada. Mais lorsqu'on veut parler de cette question-là, là, par exemple, oh non, là, c'est le modèle québécois. On reste sur le modèle québécois, qui est un modèle, en fait, qui est injuste, qui est inéquitable socialement et fiscalement. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'ensemble des contribuables, enfin ceux qui contribuent, payent, comme je l'ai dit dans ma présentation, pour des écoles faussement privées, mais auxquelles ont accès seulement les contribuables qui peuvent payer le montant restant pour leurs enfants. Si ça, ce n'est pas une injustice sociale profonde, bien moi, je sais plus ce que le mot injustice veut dire. Et c'est pour ça que ça n'existe pas sur le reste du continent. Et on connaît les raisons historiques, pourquoi on a conservé cette inéquité-là et cet aspect du modèle québécois. Bon, il y avait évidemment dans les années 60 l'influence du clergé, etc. Mais il y a aussi le fait que nous avons, et là, il y a des exceptions, mais je pense qu'il faut le dire, il faut arrêter d'avoir peur de le dire. Nous avons des élites, pas seulement politiques, mais des élites d'affaires, des élites qui veulent conserver ça pour leurs enfants,
qui veulent que les deniers publics continuent à subventionner ces écoles-là. Alors, il ne faut pas que la classe moyenne et les travailleurs à plus petit salaire, par leurs impôts, subventionnent des écoles privées pour la classe moyenne supérieure et pour les autres. Il y a une iniquité là-dedans et je pense qu'il y a une manière d'engager un débat là-dessus, un dialogue avec les Québécois. C'est pas facile, ce sera pas facile, mais il va falloir le faire. Sinon, on va laisser aller, on va être sur cette pente glissante-là et on va se retrouver non seulement avec 7 silos, mais à un moment donné, on va en avoir 8, on va en avoir 9, et on va avoir des diplômés, des gens qui vont sortir de l'école secondaire avec des diplômes qui n'auront pas la même valeur et des gens qui n'auront pas les mêmes chances dans la vie. Merci, merci, Mme Legault. Écoutez, je vais vous demander votre collaboration. On est déjà 11 minutes au-delà de la période de la pause. Si ça continue, vous allez devoir prendre votre café en shooter tout à l'heure. On va prendre encore quelques questions. Oui, on va prendre quelques questions. Je vous demande de garder vos questions extrêmement courtes, là. Oubliez les préambules. Les réponses, autant que possible, aussi brèves que possible, histoire de pouvoir en passer au moins, j'espère, il y a 3 personnes que je vois lever, donc j'espère pouvoir traiter les 3 questions avec votre indulgence. Donc, au micro numéro 3, il y avait madame qui était déjà là. Bonjour, Diane Lamarche-Venn, présidente Marguerite Bourgeois. Alors, je veux vous remercier parce que vous avez été extrêmement inspirant pour moi. En tout cas, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler qu'un politicien pouvait être intègre. Maintenant, vous savez que en élection scolaire, on n'a pas beaucoup de moyens. Les moyens qu'on nous donne ne sont pas les mêmes que pour les autres élus. Entre autres, on ne peut pas donner de reçu d'impôt à quelqu'un qui viendrait nous aider dans une campagne électorale. Donc, on a besoin des médias et on a besoin d'amplificateurs, on a besoin de messagers. Alors, je vous demande, et puis évidemment, on peut constater que même nos bons coups, même les choses extraordinaires qui se font dans nos écoles, font pas du tout la manchette. Ils n'intéressent même pas. On invite et les gens ne viennent même pas, ni du gouvernement, ni des médias. Et alors, je vous demande, votre question, je veux pas être bête, là. Je m'excuse. Je vous demande, serez-vous nos messagers quand on sera en campagne électorale et qu'on aura à faire les rues pour convaincre les gens de venir voter? Est-ce que votre question s'adresse à quelqu'un en particulier? OK. J'ai amis qui, s'il se représente, c'est sûr que je vais aller faire un peu de porte-à-porte pour lui. Il s'appelle Rocco Barbieri. Bien. C'est sûr que, en tout cas, moi, ces questions-là, j'écris là-dessus depuis très longtemps et ça m'intéresse énormément. Comme chroniqueur politique, on couvre ce qui existe et ce qui est sur le terrain. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que j'insistais sur les médias traditionnels. Je sais qu'il y a un certain candidat à l'élection municipale qui trouve qu'ils sont moins bons, là. Ou moins intéressants, moins pertinents. Mais oui, je pense qu'il faut retrouver l'intérêt pour ces questions-là. Nous aussi, dans les médias, il faut retrouver cet intérêt-là. Volontiers, volontiers. L'élection pourrait même commencer avec une conférence de presse avec plusieurs personnalités publiques qui vous appuient. Et on va poursuivre avec une question, dans le fond, le micro numéro 5, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Alors, mon nom est Catherine Ariel-Bourdon. Je suis commissaire scolaire pour la CSDM et je suis une politicienne scolaire et je fais partie d'un mouvement politique qui s'appelle le MEMO. Et ma question aux panélistes, en fait, c'est que les partis politiques scolaires ne sont pas reconnus ni par le gouvernement, ni par le directeur général des élections. Et on a beau vouloir avoir des candidats, il reste qu'avec plein de candidats indépendants, on ne peut pas bâtir une plateforme, on peut difficilement monter du financement, etc. Donc, ma question, c'est de voir si comment les panélistes voient cette question-là de reconnaissance de partis politiques au scolaire.
Je vais commencer. Je n'ai pas d'opinion sur la question administrative ou structurelle, parce que je ne me suis pas intéressé à ça, mais ce que je dirais, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me rappelle dans les années 70, quand j'étais enfant, puis que ma mère était impliquée dans les élections scolaires, il y avait des partis il y avait une polarisation, il y a des partis pour la déconfessionnalisation, des partis plus traditionnalistes, et c'était très organisé, et il y avait des groupes. Donc, je pense que puis ça revient un peu à ce que Mme Legault disait tout à l'heure. Oui, il y a sans doute une intervention gouvernementale qui vous permettrait d'avoir un peu d'oxygène, et je suis certainement favorable à quelque chose de ce genre-là, mais ça doit venir de la base aussi. Si les idées étaient assez fortes, les partis arriveraient sans doute à mieux se structurer et à mieux mobiliser la population. Moi, oui, opinion, c'est peut-être pas une que Mme va pouvoir l'entendre. Moi, j'ai un peu de réticence sur les formations de partis à ce niveau-là. Justement, un peu à ce que je disais tantôt, le côté corporatiste, le fait que certains groupes peuvent être noyautés par d'autres groupes qui ont un autre agenda. Moi, je trouve que l'élu scolaire doit avoir des préoccupations centrées sur l'étudiant, sur l'enfant, sur le climat, le milieu scolaire. Et il faudrait trouver plus des modalités administratifs et même financement pour permettre des gens de qualifier comme individus, mais d'aller créer... On l'a vu à Montréal, là. C'est tout à fait explosé, la question des partis politiques. C'est très difficile. C'est des outils de financement et d'organisation de terrain. Et je ne suis pas sûr si on a besoin de multiplier ça au niveau scolaire. Et je ne doute que ça va amener un plus grand nombre de participants. Ça va juste amener des intérêts plus spécifiques et eux vont sortir leur vote. Puis ça va être peut-être 1 ou 2 % de plus, mais pour une approche idéologique. Moi, comme parent, ça serait motivateur pour moi de considérer l'école privée. Ou à la rigueur, ça serait peut-être une raison d'aller voter, mais contre des gens. Est-ce que... peut-être une dernière question, je m'excuse, je vais brimer tous ceux et celles qui s'inquiètent au micro, là, mais il y a madame au micro numéro 2 qui attend depuis le tout début. Donc, ça va être notre dernière question avant le Shooter Café. Madame. Merci. Je vais essayer de faire ça court. Marie-Louise Carneis, présidente de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries. Je voulais élever un petit peu le débat, je m'excuse, mais pour l'instant, ma préoccupation, ce n'est pas les élections scolaires ni la participation aux élections scolaires. Ma préoccupation, c'est la valeur qu'on donne à l'éducation au Québec. Parce que vous savez que dans les écoles, actuellement, on a eu une demande dernièrement au Conseil des commissaires de réduire le nombre de parents qui participent au conseil d'établissement. Je trouve ça effrayant. Et ça, c'est vraiment la base. Les propres parents ne veulent plus s'impliquer dans les écoles. Et ça, au niveau de la valeur de l'éducation, on a un gros problème. Et si j'avais un message à faire, ce serait comment revenir à valoriser l'éducation et retrouver la fierté de l'école publique. Merci. Madame Legault. Mais encore une fois, il n'y a pas de formule magique. Je pense qu'on part de loin pour toutes les raisons que j'ai données. Mais encore une fois, moi, je peux avoir tort, mais je pense qu'il faut trouver une manière, que ce soit des États généraux, que ce soit autre chose, en autant que ce soit à l'extérieur de l'appareil gouvernemental, il faut remettre l'école publique sur la place publique et pour tout le monde. Et ça, bien, ça risque de prendre des moyens importants, mais ça ne se fera pas en vase clos. Je pense que ça va prendre un coup de poing sur la table, là, métaphorique. Ça, c'est clair. C'est clair. Monsieur Ryan. Oui, au risque, et je ne veux pas prendre le risque d'abaisser le débat à nouveau, mais je pense que ce que ça va vous prendre, c'est une campagne de relations publiques.